C'est au milieu de ces collines de roches et de pinèdes, entre Aix-en-Provence et Aubagne, qu'est posé le village provençal de la Bouilladisse, le fief de la famille d'Émile. Après 48 heures de garde à vue, toutes les générations des Vedovini se retrouvent ici, au calme, dans cette bâtisse cossue, aux couleurs typiques du Sud, réunies autour du grand-père. Dans la demeure familiale, il y a donc les grands-parents maternels d'Émile qui sont rentrés. Et on a aussi vu les parents du petit Émile, Marie et Colomban Soleil, qui sont venus. Ils avaient un autre enfant avec eux, qui sont venus sans doute voir les grands-parents, les parents de Marie en l'occurrence, qui sortaient de garde à vue. Une maison comme un refuge après ce coup de tonnerre dans l'enquête sur la mort d'Émile. 2 jours plus tôt, les grands-parents du petit garçon et 2 de leurs enfants ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Ils en sont finalement ressortis libres, sans aucune charge retenue contre eux. 20 mois d'enquête, 287 auditions, des dizaines de pistes explorées et une famille toujours sans réponse. Un clan implanté depuis toujours dans cette petite commune tranquille. La Bouilladisse, c'est le cocon familial de la famille Vedovini. Les grands-parents d'Émile vivent là depuis presque toujours, mais également les arrière-grands-parents, l'arrière-grand-père d'Émile qui est installé depuis de très nombreuses années. L'arrière-grand-mère d'Émile, eh bien, ça a été une institutrice pendant de très nombreuses années à l'école communale de la Bouilladisse. Il faut savoir que Colomban et Marie, les parents d'Émile, vivent également dans cette commune de la Bouilladisse, pas au même endroit, mais un petit peu plus loin dans le centre de cette commune. Et Émile y a grandi également, et ses frères et sœurs y sont toujours. Philippe Vedovini, 59 ans, exerce de longue date comme kinésithérapeute dans cette petite commune. Ses patients le décrivent comme un praticien agréable. J'ai eu affaire à lui pour des soins, voilà. J'ai eu une dizaine de séances. Voilà, c'est un monsieur très très bien pour moi. Il aimait la conversation, on parlait un peu de tout, naturellement, comme je vous ai dit, la montagne. Il aimait la montagne, il aimait les bonnes choses apparemment. C'était quelqu'un qui aimait la nature. Voilà. Il aimait la nature, il aimait en profiter. Pour moi, il était très bien. Hein. Il m'a soigné, il était très bien. Jamais d'histoire, non, rien du tout. Son épouse, Anne Vedovini, la grand-mère d'Émile, s'occupe, elle, pleinement du foyer. Elle fait l'école à ses enfants dans cette grande maison. C'est une dame très discrète, c'est une dame qui a quand même 10 enfants et des petits-enfants aussi. C'est une dame qui est passionnée de musique, musique classique, très pieuse. Très religieuse aussi. Il faut savoir que tous les enfants Vedovini ne vont pas à l'école, c'est ce qu'on appelle l'école à la maison, jusqu'à, il me semble, l'entrée au lycée. Donc elle donnait des cours également à la maison. Donc c'est une dame très occupée et qui s'occupe énormément de sa famille. Le maire de la Bouilladisse décrit une famille catholique très croyante, très discrète, qui vivait un peu en autarcie. Une manière de vivre que les Vedovini transposent dans leur résidence secondaire, à 2 heures de route de là, au Haut-Vernay. Dans ce paysage de cartes postales entre pâturages et montagnes, au cœur des Alpes de Haute-Provence. Le 8 juillet 2023, Émile vient d'y rejoindre ses grands-parents. Depuis plus de 20 ans, la famille passe tous ses étés dans une grande maison au cœur du hameau. Ce qui frappe tout de suite, c'est vraiment une maison de montagne, donc c'est hyper rustique. On a de la pierre, on a du bois, on a une grande table hyper solide, une table familiale sur laquelle il y a toujours un café ou un morceau de tarte. Et du coup, on est vraiment plongé en fait dans l'intimité d'une famille, et une famille pleine de vie. Samuel Pruvot, de l'hebdomadaire Famille chrétienne, est le seul journaliste à y être entré et à avoir rencontré les parents et les grands-parents d'Émile. C'est les grands-parents plutôt qu'on sent actifs. Ils sont très créatifs. Le grand-père, il fait des cabanes dans les bois. Et puis, avec un côté pas du tout néo-rural,
parce qu'ils n'ont pas besoin d'être néo, puisqu'en fait, ils sont de là, quoi. Et donc, ils sont super bien implantés dans les Alpes de Haute-Provence. Pour ce début des grandes vacances d'été, ils accueillent Émile, dont les parents sont restés à la Bouilladisse. Dans la maison se trouvent aussi les oncles et tantes du petit garçon. La journée de sa disparition, il a profité de la journée comme d'habitude avec ses oncles et tantes. Ensuite, l'après-midi, il aurait fait une sieste jusqu'aux alentours de 17h. Ensuite, il aurait été changé par sa grand-mère. Et peu après 17h, le grand-père, les oncles, les tantes, jeunes, devaient s'en aller pour monter une clôture en bois sur le secteur du Haut-Vernay. Et au moment où les grands-parents sont en train de charger le coffre de la voiture, on est aux alentours de 17h, 17h15, ils se rendent compte que le petit Émile qui était en train de jouer dans le jardin juste à côté de la voiture qu'ils sont en train de charger a disparu. Et à 18h environ, la grand-mère du petit garçon va contacter le 17 pour donner l'alerte. Et du coup, elle leur explique que leur petit-fils a disparu, qu'il a échappé à leur surveillance, qu'il porte un short blanc, un t-shirt jaune. Sur place, au Haut-Vernay, la panique s'est emparée de tout un village. Les gendarmes arrivent à 18h40. Les gendarmes vont tout de suite prendre l'appel très au sérieux parce qu'il faut savoir qu'en matière de disparition d'enfants, toute disparition est jugée inquiétante d'emblée. Très rapidement, de gros moyens ont été déployés. Moyens aériens également, avec un hélicoptère qui a été dépêché sur place. Des volontaires affluent de toute la région pour participer aux recherches. Il y a même des entreprises qui ont mis leurs salariés au repos pour monter et prêter la main et essayer de retrouver le petit garçon. On a tous des enfants, des frères, des sœurs, des neveux. Donc un petit qui disparaît, c'est pas rien. C'est un choc déjà pour le village, c'est un choc pour la famille. Donc on est bien obligé de venir. Il y a une effervescence, en fait. Tout le monde se mélange, les gendarmes, les volontaires, les pompiers, les journalistes. Et tout le monde se mélange sur moins d'une centaine de mètres. Le centre communal a été réquisitionné par la gendarmerie pour en faire le centre opérationnel de recherche. La petite boulangerie ou l'ex-boulangerie désaffectée est déjà prévue pour servir éventuellement de salle d'interrogatoire. Juste à côté, il y a le petit café où les journalistes se sont déjà installés. Voilà, donc c'est un microcosme déjà qui est en place. Les gendarmes vont expliquer à ces volontaires comment fonctionne une battue, ils vont les organiser par groupe. Le but, c'est de converger vers le Vernay, on vous aiguille. Là-bas, on fait une vague énorme, parce qu'on est quand même très nombreux. Le but, c'est de faire un éventail pour revenir jusqu'ici, pour verrouiller toute la zone qui n'a pas encore été couverte jusqu'à hier. Il y a un vrai système qui va se mettre en place avec un ratissage assez précis et minutieux de la part de ces citoyens. On resserre à droite, on fait un maillage serré. On est sur le massif des Trois Évêchés, perché à 1300 mètres d'altitude. On est avec des montagnes aux alentours, des champs à perte de vue, un milieu très naturel, escarpé et accidenté. Les premières heures dans une disparition d'enfants sont cruciales. François Balic, le maire du Vernay, se souvient de son désarroi. J'ai cherché, je l'ai appelé, j'ai appelé Émile, parce que c'est comme si je cherchais mon petit-fils, quoi. Ça a été tellement fort que c'est encore en moi, cette angoisse de vite retrouver Émile, en voulant absolument éviter qu'il passe une nuit dehors. Un nouveau drame pour cette commune, déjà très marquée par le crash de la Germanwings en 2015. 150 morts dans le massif des Trois Évêchés, à quelques kilomètres de là. Cette fois-ci, la tragédie touche un enfant de 2 ans et demi. Que s'est-il vraiment passé? Tout le village s'interroge et s'épie. La réaction des proches d'Émile étonne certains habitants. La grand-mère d'Émile m'a dit qu'il avait fait la sieste de midi à 17h. Ça m'a paru bizarre pour un petit. Et l'un de ses oncles, de 15-16 ans, il avait l'air en colère et il répétait « ça devait arriver de toute façon. Émile est intenable ».
Les parents, on les a côtoyés de près, mais ils sont quand même restés groupés là-haut. On sentait surtout qu'ils avaient besoin d'être en retrait de cette folie qui s'était emparée du village. Donc on voyait bien évidemment qu'ils étaient très affectés dans leurs réactions parfois virulentes, mais qu'on peut comprendre. Il y a des habitants, effectivement, qui ont été surpris par l'attitude du papa, mais il s'en est expliqué. D'une, il était forcément très peiné, comme on peut l'imaginer, parce que son petit garçon avait disparu. Et il voyait bien aussi que beaucoup de monde partait dans tous les sens, donc il a été sans doute peut-être directif. Dans le même temps, un hélicoptère et des drones thermiques survolent la zone. Les maisons sont toutes fouillées, les voitures inspectées, les puits et les points d'eau sondés. 12 hectares vont être ratissés. Il y a même un instrument de l'armée qui a été utilisé pour scanner les balles de foin. Ils se sont dit très logiquement, on ne sait jamais, s'il était dans un champ, peut-être qu'il a été pris malencontreusement. Et donc ce scanner haut de gamme permet de détecter même un bouton de pantalon, quoi. Au bout de 48 heures de recherche, le procureur vient faire le terrible constat devant des dizaines de journalistes. À l'heure où je vous parle, le petit Émile n'a pas été retrouvé. Nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. On bascule dans autre chose et puis bien sûr le procureur le dit de manière assez pudique, mais il explique qu'après 48 heures, et étant donné l'âge du petit, 2 ans et demi, il y a très peu de chances de le retrouver désormais en vie, en tout cas s'il s'est perdu bien sûr, puisque a fortiori le pronostic vital est à ce stade plus qu'engagé. Son corps non plus n'a pas été retrouvé. Un corps, malheureusement, ça laisse des traces, il peut y avoir des prédateurs qui tournent autour, donc on le trouve. Là, je pense qu'à 99%, on peut exclure que le petit se trouve là et que personne ne l'ait vu. Les autorités changent de stratégie. Les bénévoles sont remerciés, le village bouclé. 80 gendarmes et militaires poursuivent les fouilles ciblées. C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textiles qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure, des traces de foulage, des traces diverses et variées, tout ce qui pourrait être exploité notamment scientifiquement par la suite. La piste criminelle devient prioritaire. Pour les parents d'Émile, c'est une épreuve supplémentaire. L'incertitude est un supplice. Quand on les rencontre, on est soi-même en fait ravagé par la douleur qu'ils portent. C'est quelque chose qui est survenu il y a peu de temps et qui n'est pas élucidé. Et en plus, c'est un jeune enfant, donc c'est le maximum de l'horreur. Donc je sens des gens qui sont sous pression. Et je suis moi-même en fait écrasé par la douleur en fait qui est la leur. De son côté, le parquet d'Aix-en-Provence ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Qu'est-il arrivé au petit garçon? Comment a-t-il pu se volatiliser à 17h15 au milieu de la place d'un hameau aussi paisible? L'enquête démarre avec cette première question cruciale. Où Émile a-t-il été vu pour la dernière fois? Des chiens à l'odorat exceptionnel sont déployés dans le hameau pour tenter de retracer le trajet qu'aurait pu emprunter le petit garçon à partir de la maison de ses grands-parents. Soit il est parti à droite vers une cabane construite avec ses oncles et tantes qu'il adorait, soit il est descendu à gauche vers le centre du Haut-Vernay, ce que confirment 2 témoins. D'abord, un adolescent du village. Ce témoin m'a expliqué qu'il faisait des travaux dans son habitation cet après-midi-là, qu'il avait aperçu le petit garçon. Pour lui, il était entre 16h45 et 17h. Il a vu que le petit descendait. Et un autre témoin qui dit
l'avoir vu un autre témoin un peu plus âgé qui était à ce moment-là avec son chien qui n'aurait pas aboyé par ailleurs, qui dit aussi avoir vu le petit garçon. Ces 2 témoins disent avoir vu le petit garçon en train de descendre vers le Vernet, donc vers le cœur du village, près d'une fontaine ou du lavoir, qu'il n'y en a qu'un dans ce hameau. Et on est sur un terrain qui descend, sur une pente, donc c'est vrai que quand ceux qui ont eu des enfants et qui connaissent ces enfants, un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, on a du mal à imaginer que naturellement il va monter. Il va plus forcément descendre. Et c'est d'ailleurs sur ce chemin que les chiens ont repéré sa trace. Ils ont arrêté de marquer ici. Là, ici, au lavoir. Et il semble, celles et ceux qui connaissent le petit et sa famille, que le petit Émile aimait venir ici. Pourquoi? Parce que là, il y a des lapins dans une cage. Et apparemment, il aimait beaucoup venir voir les lapins. Donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'il soit peut-être venu ici, s'il en avait l'habitude, voir les lapins donner à manger aux lapins. Voilà. C'est la dernière trace qu'on a d'Émile a priori. Ouais. A priori, ouais, c'est là, c'est ici. Les Saint-Hubert, eux, ils ont cette particularité d'être capables de retrouver une trace relativement précise. Ils vont marquer un endroit, repartir, revenir en arrière. Voilà, c'est comme ça. Ils finissent par faire des cercles concentriques et puis à se rapprocher du dernier endroit où ils arrivent à sentir quelque chose. Et là, en l'occurrence, les Saint-Hubert, ils ont marqué donc près du lavoir et après plus rien. Donc le petit, c'est comme s'il s'était volatilisé à cet endroit-là où il avait été soulevé de terre. Toutes les hypothèses sont alors envisagées. L'accident de voiture ou de tracteur, le rôdeur, délinquant sexuel. S'il y a eu intervention humaine, la clé de l'énigme se trouve forcément au Haut-Vernay. Et donc les gendarmes, ils sont au cœur de ce Cluedo en train d'essayer de rassembler les éléments, mais on est vraiment dans un tout petit périmètre, avec peu de possibilités qu'un étranger monte dans le village sans être aperçu. C'est tellement petit que tout le monde s'autosurveille finalement et tout le monde voit un véhicule qu'il ne connaît pas. Les gendarmes procèdent aux auditions des habitants. Certains sont entendus plusieurs fois. Les emplois du temps vérifiés, recoupés. Dans ce village, l'atmosphère se tend. Gilles est un voisin du Bas-Vernay. 60 ans qu'il est tombé amoureux de ces paysages grandioses. Il déplore les suspicions qui rongent déjà le hameau. Il y a beaucoup de gens qui... On ne sait pas pourquoi on racontait des choses, et alors qu'il n'y avait rien à raconter, quoi. Les gens parlent et parlent mal, quoi. Alors il ne faut pas accuser le voisin. Nous ne sommes pas la brigade d'investigation. Chacun son travail. Moi, j'attends, c'est tout. C'est pas la peine de dire c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. On se croirait pendant la guerre, là. Quand il y a eu les dénonciations, c'est la même chose, quoi. On a accusé des gens à tort, quoi, qui ont dû passer de longs interrogatoires, quoi, alors qu'ils n'y étaient bien sûr pour rien, quoi. Voilà. Alors il y a un peu, ben, c'est comme pendant la guerre, il y a un peu des vengeances personnelles qui se sont passées, quoi. Les habitants, les voisins, les familles qui ont ici leur maison secondaire, personne ne veut croire que l'un des leurs ne soit mêlé à cette disparition sordide. C'est vrai que si une voiture extérieure ou inconnue était montée là-haut, on a tendance à penser qu'elle aurait été remarquée. Après, tout est possible et le village est quand même traversant. Une hypothèse difficile à croire, mais pas totalement impossible. En effet, le village est un cul-de-sac. On y accède par le bas de la vallée par une route départementale. En haut, c'est une impasse. En bas à droite, là encore, la route s'arrête. Mais il existe un tout petit chemin, caillouteux, escarpé, quasiment jamais emprunté, qui permet de sortir d'un autre côté du hameau. Autre possibilité, celle de l'accident de la route avec délit de fuite. Le petit garçon aurait-il pu être renversé par un chauffard? Il y a la possibilité qu'on ait caché un véhicule. On ne peut pas l'exclure. Que le véhicule en question était mis à l'abri quelque part, nettoyé aussi. On a pu le constater, nous journalistes, quand nous y étions, il y a vraiment beaucoup de tracteurs qui circulent dans ce village, parfois à vive allure. Et puis c'était l'époque des foins, donc du coup les engins agricoles allaient, venaient, donc c'est une piste que les gendarmes ont d'ailleurs suivie, ils ont mené des auditions sur la question. Un jeune agriculteur de 16 ans va se retrouver dans le viseur des enquêteurs. Nous l'appellerons Romain. Pour la première fois, sa mère a accepté de nous recevoir en sa présence dans la ferme familiale située à 4 km du Haut-Vernay.
Il y a une cinquantaine de bêtes là dans le bâtiment. Des génisses, des vaches, des taureaux, voilà, tout ce qu'il faut pour avoir une exploitation qui tourne. C'est du boulot? C'est du boulot. C'est une passion. C'est une histoire de famille. Avec mon fils, bientôt, on va s'associer, on va travailler tous les deux sur l'exploitation. C'est du boulot, mais c'est beau, c'est de la passion. Regardez comme elles sont belles. Elle et son fils ont été entendus plusieurs fois par les gendarmes. Leur exploitation perquisitionnée. Leurs véhicules et leurs tracteurs inspectés. Car Romain a eu un litige avec le grand-père d'Émile. Quelques jours avant la disparition du petit garçon, il a effectué des travaux de terrassement devant la maison de son cousin, située en face de celle de la famille d'Émile. Le matin du 8 juillet 2023, alors que Romain repassait chez son cousin dans le hameau, le grand-père lui a reproché vertement d'avoir abîmé une partie de son terrain avec son tracteur. Ce jeune agriculteur, il a eu une altercation le matin avec le grand-père. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de suspect. Bon, une gueulante dans un village ou dans un hameau, ça existe comme partout tout le temps. Et il s'avère que le grand-père d'Émile est quelqu'un qui a son caractère et qui n'est pas le dernier pour pousser des gueulantes. Une gueulante parmi tant d'autres. Mais il s'avère aussi que ce jeune agriculteur a pris l'habitude de rouler vite avec son tracteur ou avec son quad. Il a eu par le passé des petits accidents ici et là avec des touristes, des gens du coin. Romain et sa mère contestent avoir abîmé le terrain du grand-père. Quant à la conduite rapide et dangereuse de Romain, il ne s'agit pour eux que de rumeurs et de ragots colportés par des habitants du village. On connaît la bêtise humaine, on sait de quoi les gens sont capables, donc voilà, on n'est pas étonnés non plus. Les enquêteurs font quand même la part des choses et ils nous l'ont dit. Dans tous les cas, voilà, ils ont bien dit à mon fils, dans tous les cas, si les journalistes te demandent, tu leur diras que toi, tu n'es pas mis en examen. Le jeune homme a été entendu en tant que témoin. Il n'a jamais été placé en garde à vue, ni mis en examen. Gilles a suivi cette affaire dans l'affaire depuis le début. Lui qui connaît très bien la famille, a vu les ravages qu'ont pu faire ces accusations sur Romain. On peut dire qu'il a été comme accusé, quoi, d'avoir commis quelque chose, quoi. Alors que qu'il n'y a rien du tout, parce que s'il y a eu quelque chose, la police l'aurait emporté, quoi. Parce que depuis le début, c'est un enfant qui a toujours son téléphone avec lui, quoi. Donc les enquêteurs savent très bien, minute par minute, où il était quand le petit a disparu, quoi. Selon ses proches, des éléments de téléphonie permettent de dire que Romain ne se trouvait pas au Haut-Vernay l'après-midi du 8 juillet, au moment de la disparition d'Émile. L'analyse de la téléphonie, un outil précieux dans la main des enquêteurs. Cela peut leur permettre d'avoir une idée précise des personnes présentes sur place le jour de la disparition du petit garçon. C'est maintenant une arme extrêmement importante dans les enquêtes. 1600 appels, 1600 en tout cas conversations téléphoniques, messages qui ont été échangés dans une zone assez large qu'il faut analyser. La gendarmerie a pu s'appuyer pour ça sur Anacrim, qui est un logiciel qui permet de recouper des éléments qui a priori n'ont rien à voir entre eux, une plaque d'immatriculation et un téléphone portable, des choses comme ça. Au mois de novembre 2023, ce travail d'analyse long et fastidieux va conduire les gendarmes à mener des perquisitions chez 36 personnes, au Haut-Vernay, mais aussi dans d'autres départements. Ont été concernés toutes celles et ceux qui étaient présents physiquement au hameau du Haut-Vernay le jour de la disparition d'Émile, à la fois leur résidence secondaire, mais aussi leur résidence principale. C'est pour ça qu'il y a eu également des perquisitions dans d'autres départements, les Bouches-du-Rhône, mais même du côté de Saint-Étienne. Et à l'heure où l'on se parle, ils sont toujours en train d'éplucher ces données qu'ils ont récupérées. Une équipe de 15 enquêteurs est dédiée jour et nuit à l'affaire. Tout est passé au peigne fin. Rien n'est laissé au hasard. Aucun doute ne doit subsister. Une dalle en béton coulée par des ouvriers dans une maison du Haut-Vernay au moment de la disparition d'Émile a par exemple été sondée à 2 reprises.
Il va y avoir un sonar qui va être passé sur une dalle en béton qui a été construite et on se rend compte qu'il y a quelque chose de pas clair sous cette dalle. Dans un premier temps, une partie de la dalle est détruite par les enquêteurs. Il s'avère que c'était un bout de polystyrène qui avait été oublié par les ouvriers. Mais n'empêche que quelques semaines plus tard, ils sont revenus finir le travail. C'est-à-dire qu'avec un marteau-piqueur, ils ont passé la journée, ils ont tout démonté. Il y a par exemple aussi un étang non loin qui a été sondé. C'est encore une fois une manière de fermer des portes pour des gendarmes et de dire ce n'est pas là, on avance. Reste en point d'interrogation le profil de la famille d'Émile. En faisant leurs recherches, les enquêteurs découvrent une famille catholique traditionnaliste et des parents engagés un temps à l'ultra-droite. Marie et Colomban ont fait partie du Bastion social, un mouvement néo-fasciste fondé par des anciens membres de l'Action française, aujourd'hui dissous. On les voit ici sur cette photo, entourés de leurs camarades. Le père d'Émile, qui est alors étudiant ingénieur, comparé en 2018 devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour avoir molesté un couple d'origine maghrébine. L'un de ses camarades est condamné. Lui sera relaxé. Colomban a tenu à donner des précisions sur cet épisode de leur vie dans l'hebdomadaire Famille chrétienne. On a largement commenté notre adhésion à un mouvement où nous avons fait en effet un bref passage avant de le quitter car il ne correspondait pas à nos convictions catholiques, sans jamais y avoir commis quoi que ce soit de répréhensible. Et ils m'ont expliqué en fait pourquoi ils l'ont quitté. Ils se rendent compte en fait que dans ce groupe, il y a des thèses néo-païennes. Les thèses néo-païennes, c'est assez simple, c'est de dire le judéo-christianisme égale, comme dirait Nietzsche, la faiblesse. Et donc Jésus, c'est un problème parce que c'est un prédicateur juif. Et là, tous les deux se disent, nous en fait, on est chrétiens catholiques, on ne peut pas cautionner un discours comme ça. Une famille aux valeurs traditionnelles affirmées et perpétuée de génération en génération. Boulard, petit hameau à 12 km du Haut-Vernay. En 1968, les arrière-grands-parents d'Émile achètent avec 3 copains les maisons et l'église du village. Catholiques, utopistes, ils rêvent d'un lieu de vacances où ils vivraient heureux. Mais en 2019, le hameau est la cible d'un incendie intentionnel. Plusieurs mises à feu sont découvertes dans les ruines. La police ne retrouvera jamais l'auteur. La famille d'Émile aurait-elle pu être victime d'une vengeance? Cette piste est rapidement écartée. Les gendarmes doivent explorer toutes les hypothèses, y compris la plus sensible, la responsabilité d'un membre de la famille. Le petit garçon aurait-il pu être victime d'un accident domestique, d'une correction qui tourne mal? Les proches, les dernières personnes à avoir vu un disparu sont toujours les premières suspectées, entre guillemets. C'est-à-dire que les enquêteurs vérifient d'abord auprès des personnes qui ont vu le disparu pour la dernière fois. Donc la famille fait légitimement partie de ce tableau général des suspects potentiels. La personnalité des grands-parents est passée au crible. Des voisins décrivent une grand-mère soumise et discrète et un grand-père austère et rigide. Moi, j'ai jamais vu de gestes déplacés. Ça, c'est sûr qu'ils sont rigoureux. Ça, c'est des enfants qui bronchent pas, on voit qu'ils ont été habitués à respecter ce qu'on leur donne, les consignes qu'on leur donne. Bon, point barre. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire, qui est capable de gueulante et qui veut le meilleur pour sa famille. Certains m'ont dit que c'était un peu à l'ancienne. Ça marche droit, ça file droit. Un événement retient particulièrement l'attention des enquêteurs. Dans sa jeunesse, Philippe Vedovini a été encadrant dans une école privée hors contrat. L'Institut Sainte-Croix de Riaumont. Ne vous inquiétez pas, ici on ne sépare jamais personne.
Le voici sur cette photo, au cœur de cette communauté religieuse qui accueille des enfants, uniquement des garçons, venant tous de familles catholiques traditionnelles. Ils sont essentiellement arrivés là parce que c'est des enfants qui sont difficiles, qui sont réticents à l'autorité, qui ne rentrent pas dans le rang, qui ont déjà fait pas mal d'écoles catho-tradies. Et disons que Riaumont, c'est un peu l'école de la dernière chance. Et on sait qu'ils y seront encadrés de manière extrêmement sévère, extrêmement serrée. C'est des prêtres, ceux qui y sont, c'est des anciens militaires, c'est d'anciens parachutistes, c'est des gens qui sont forts, qui sont durs. Adrien Bonnel, 43 ans, a été élève à Riaumont entre 1992 et jusqu'à la fin de l'année 1995. Lorsqu'il franchit les portes de cette immense forteresse, il n'est alors âgé que d'une dizaine d'années. J'étais un enfant qui était turbulent, qui faisait une crise de préado, qui répondait à tout le monde. Ma mère en a parlé au père Argouache, donc le père prieur, et donc m'a proposé de venir. Derrière ces murs, il découvre la discipline poussée à l'extrême, une éducation religieuse stricte et une violence décomplexée. J'ai eu notamment un tympan perforé. Tout ça parce que voilà, il y en a un qui a décidé de donner des coups dans la tronche, pour ainsi dire à coups de pompe. Pareil, les baffes, les gifles. Selon Adrien Bonnel, parmi les religieux à l'origine de ces pratiques, le frère Philippe, le grand-père d'Émile. Entre 1991 et 1993, il côtoie les élèves de ce pensionnat. Au début, ça allait. Et puis après, on s'est vite rendu compte que en fait, il n'était pas mieux que les autres, qu'il connaît malgré tout, et ça s'est vérifié aussi. Il ne fallait pas qu'on se moque de son petit accent du Sud, parce que ça l'énervait. Je me souviens bien d'une fois où on l'a bien vu prendre son élan avec sa main pour justement dégommer une à beaucoup plus petit que lui. Adrien Bonnel n'a jamais reçu de coup de la part de Philippe Vedovini. Mais un de ses camarades a lui déposé une plainte pour des faits de violence qui remonteraient à 1993. Le grand-père d'Émile est auditionné à ce sujet en 2018. Avez-vous été violent au cours de votre période d'encadrant ? J'ai botté des culs et parfois j'ai donné des gifles, mais ce n'était pas souvent. A exprimé un haut-le-cœur lors de la présentation de votre photographie en audition. Comment l'expliquez-vous ? Je ne sais pas pourquoi il a eu cette réaction, ça m'étonne. Comment expliquez-vous que plusieurs de vos co-encadrants confirment une certaine violence de votre part ? C'est facile de charger un gars qui est parti et qui a eu un différend financier. Le grand-père d'Émile est alors entendu comme témoin, mais n'a pas été mis en examen. Cette affaire éclaire sa personnalité, mais n'a pas de lien avec la disparition de son petit-fils. Il ne faut pas oublier qu'on a une famille qui est dans la douleur, qui a perdu un petit de 2 ans et demi, et qu'il ne s'agit pas de rajouter de la douleur à la douleur. D'ailleurs, ce passé ne semble pas peser sur cette famille très nombreuse, qui se réunit régulièrement, et qui, au moment de la disparition d'Émile, semble faire front. Je sens des gens qui sont très dignes, mais qui sont effectivement en grande souffrance et qui, loin de s'accuser mutuellement, essayent au mieux de se soutenir. Et je vois les enfants qui manifestement continuent évidemment de faire confiance aux parents et encore une fois aux grands-parents qui avaient la garde. Ça me sidère de voir effectivement une famille unie. Alors que l'enfant est toujours porté disparu, les parents s'accrochent à leur foi pour tenir, ainsi qu'aux dizaines et dizaines de messages qu'ils reçoivent du monde entier. On imagine forcément le pire, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer. Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse. On désespère un moment, et ensuite on est comme soulevé par l'espérance à cause d'une lettre ou d'un signe qui nous touche. Des parents qui vivent alors entre espoir et abattement. Le 24 novembre 2023, 5 mois après la disparition de leur fils, ils enregistrent un message audio à la veille du 3e anniversaire de leur petit garçon. En fait, ce message, pour prendre une image, c'est une bouteille à la mer.
Le message audio, ce qui est important, c'est qu'ils l'ont pensé eux-mêmes, ils l'ont écrit eux-mêmes, ils l'ont enregistré aussi eux-mêmes, tous les deux, même si c'est Marie qui parle plus que Colomban. Colomban et Marie, les parents d'Émile. Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. C'est un cri du cœur des parents, parce que leur douleur est insupportable, de dire « nous, parents, nous voulons savoir à tout prix ». S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Tout cela, vous pouvez le faire de 1000 manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Émile. Pendant des mois, l'affaire semble s'enliser. Mais le 28 mars 2024, les enquêteurs vont tenter une nouvelle approche pour faire émerger la vérité. Une mise en situation. En ce début de journée humide et froid, une vingtaine d'enquêteurs investissent cette petite route qui mène au hameau du Haut-Vernay. Derrière ces barrières, se rejoue à huis clos la fin d'après-midi où Émile a disparu. On espère forcément trouver l'indice, trouver l'élément permettant de faire avancer cette enquête. 17 personnes au total sont rassemblées dans le hameau. La famille de l'enfant, ses grands-parents, ses oncles et tantes, mais aussi les témoins qui disent l'avoir aperçu ce jour-là. Le principe de cette mise en situation, c'est que vous remettez tout le monde dans le contexte et qu'un des témoins peut quand même à un moment soit se contredire ou craquer littéralement et puis dire ben voilà, je sais ce qui s'est passé. Après 10 heures sur place, les parents d'Émile repartent dans l'une de ses voitures. La mère de famille, Marie, est au volant avec son écharpe sur la tête, aux côtés de son mari Colomban sur le siège passager. Juste derrière eux, dans un autre véhicule, le grand-père de l'enfant. Le coupable se trouve-t-il parmi les 17 participants? Cette mise en situation a-t-elle un lien avec ce nouveau rebondissement qui va intervenir 2 jours plus tard? Édition spéciale sur BFM TV avec le corps du petit Émile a été retrouvé, des ossements qui ont été retrouvés par un randonneur dans le hameau du Haut-Vernay. Le 30 mars 2024, une retraitée d'une 60aine d'années que nous appellerons Manon, randonneuse expérimentée, habituée à sillonner les chemins de la région, part se promener sur les sentiers aux alentours du Haut-Vernay. Alors qu'elle marche, soudain, quelque chose attire son attention. Un crâne, à même le sol. Immédiatement, elle fait le lien avec le petit garçon disparu. Sous couvert d'anonymat, elle accepte de nous raconter cette découverte glaçante. Il était en plein milieu du chemin. Centré, millimétré, en plein milieu. Comme si quelqu'un avait pris une règle et avait mesuré pour le mettre au milieu du chemin. C'est impressionnant. Je savais que c'était lui. Parce que voilà, on habite au Vernay, il y a eu cet incident, donc on fait vite le rapprochement. Manon n'a pas de téléphone portable. Seule, sans aucun moyen de joindre les gendarmes dans l'immédiat, elle décide alors de ramasser le crâne et de l'emballer dans 2 sacs plastiques qu'elle a sur elle, sans le toucher, pour l'amener aux enquêteurs. Je l'ai ramassé, c'était l'instinct. Comme il y avait beaucoup de vent, je l'ai pris pour pas qu'il s'envole. Vers 14h, Manon arrive chez elle et prévient les gendarmes.
Pour éviter les regards des voisins et d'éventuels soupçons, elle leur donne rendez-vous au bout de la rue et leur explique sa découverte. L'un des enquêteurs mesure le crâne, puis emmène Manon pour l'interroger. Il a fallu que je retourne après. Remontrer le lieu? Oui, donc redemi-tour, j'avais plus mes petites jambes. Le cardio ce jour-là, c'était... j'en pouvais plus. Et puis ensuite, nous sommes allés à la gendarmerie. Et là, ils m'ont raccompagné à la maison le soir à minuit. Et ils m'ont posé plein de questions. Après 9 heures d'audition, la retraitée est autorisée à rentrer chez elle. Les analyses pratiquées en urgence confirment que le crâne est bien celui du petit garçon. Dès le lendemain de cette découverte, des enquêteurs sont à nouveau déployés sur la zone. Ils retrouvent des vêtements appartenant à Émile en contrebas, puis des ossements. Se trouvait-il là depuis les premiers jours de la disparition du petit garçon? Ont-ils été déposés plus récemment? Samuel Fléché est droniste. Il habite à 17 km du Vernet. Depuis le 8 juillet 2023, il a suivi tous les rebondissements dans l'affaire de la disparition de l'enfant. Et il peine à croire à la piste accidentelle. Quand j'ai appris l'endroit où il a été découvert, je me dis c'est pas possible. Parce que c'est un lieu qui a beaucoup trop de passages. Il y a des randonneurs, il y a une piste à côté qui est souvent empruntée par les gens du Haut-Vernay. Il y a eu des coupes de bois, si je ne me trompe pas, en automne. Puis c'est un lieu qui est vachement fréquenté. Ce sentiment est aussi renforcé par son implication lors des fouilles pour retrouver Émile. Dès le lendemain de la disparition du petit garçon, il a été mobilisé par la gendarmerie. Son drone personnel a été mis à contribution. Quand je suis en altitude, dès que j'ai le moindre petit doute, sur un objet, une couleur, ou ça peut être une branche, je peux descendre, aller vérifier. Je peux voler très bas, donc je peux avoir une image qui est vraiment nette. Je peux également passer vraiment entre les arbres, entre certains buissons, descendre faire des vallons qui ne sont pas accessibles à pied. Avec son engin, il a passé au peigne fin la zone dans laquelle les ossements d'Émile ont été retrouvés. Certains ravins, je les ai fait au moins 5 ou 6, voire même, il y en a que j'ai dû passer 7 fois au moins dessus. Et ça me surprend vraiment qu'on soit passé au-dessus et qu'on ne l'ait pas vu. Accident ou piste criminelle, toutes les hypothèses restent alors ouvertes jusqu'à de nouveaux éléments déterminants. Pendant plusieurs mois, des expertises vont être menées sur les restes du petit garçon. Les conclusions de ces expertises permettent de considérer l'hypothèse que le corps n'est pas demeuré au même endroit et dans le même biotope au cours du processus de décomposition et qu'il n'a pas été enfoui. Vous aurez compris donc que les expertises introduisent la probabilité de l'intervention d'un tiers dans la disparition et la mort d'Émile Soleil. Quelqu'un a déplacé le corps et il apparaît sur le crâne un traumatisme facial résultat d'un coup violent. On a maintenant la certitude qu'Émile ne s'est pas perdu seul, qu'il y a l'intervention d'un être humain pour expliquer la disparition et la mort de l'enfant. Ce n'est pas rien. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, quelqu'un a donné la mort à Émile, volontairement ou involontairement. Autre élément troublant, les vêtements récupérés à proximité du crâne de l'enfant sont intacts. Ils auraient été transportés puis déposés peu de temps après leur découverte. Ça veut dire deux choses. Soit quand Émile est mort, il n'avait pas les vêtements qui ont été retrouvés sur ce chemin forestier à proximité du hameau de Villevieille, au Haut-Vernay. Soit il avait ces vêtements, mais ils lui ont été retirés au moment de son décès pour ensuite être déposés avec ses ossements. Une avancée majeure pour les enquêteurs qui continuent de creuser la piste familiale. Pour autant, ils ne déclenchent aucune garde à vue et laissent les proches endeuillés se recueillir. Le 8 février 2025, sous la pluie et la grisaille, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var, la famille d'Émile se presse sur le parvis de la basilique Sainte-Marie-Madeleine.
Ses parents, Marie et Colomban, ici avec leur fille et leur nouveau-né dans sa poussette, s'apprêtent à enterrer leur fils, mort 1 an et demi plus tôt. Les grands-parents du petit garçon sont également présents. Anne Vedovini avec son chapeau jaune et son mari Philippe, ici avec son impair et son écharpe à carreaux. Philippe et Anne Vedovini, ce jour-là, sont arrivés ensemble avec leurs enfants. Et c'est vrai que Philippe Vedovini, on l'a vu sur les images, accueillait beaucoup de personnes du public, les invités, une accolade, un sourire, un geste de remerciement, un geste de réconfort également. Et puis, d'un seul coup, c'est vrai qu'on a vu arriver les parents d'Émile et on a senti que, eh bien, il y avait moins d'échanges, moins de regards et que chacun était un peu de son côté. D'un côté, les Soleil et d'un côté, Vedovini, mais peut-être aussi qu'ils s'étaient vus avant, qu'ils avaient discuté avant. Ce jour-là, pour la première fois depuis la mort de leur petit-fils, les époux Vedovini vont briser le silence et se confier à nos confrères de BFM d'ici. Le temps du silence doit laisser place à celui de la vérité. Nous ne pouvons plus vivre sans réponse. Nous ignorons toujours ce qui est arrivé à Émile. Nous regrettons le peu d'avancées dans l'affaire, malgré les moyens déployés. Des grands-parents qui vont être soumis à rude épreuve moins de 2 mois plus tard. Ce mardi 25 mars 2025, les enquêteurs sonnent à la porte de la demeure familiale de la Bouilladis. Le jour est à peine levé. À l'intérieur, les plus jeunes de la fratrie dorment encore lorsque les enquêteurs annoncent aux grands-parents d'Émile et à 2 de leurs enfants majeurs qu'ils sont placés en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavres. Ils sont emmenés dans des lieux différents pour être auditionnés. Il y en avait 2, Anne et Philippe Vedovini, les époux, qui étaient dans les locaux de la section de recherche de Marseille. Il y avait également leur fille, qui, elle, était du côté de Roquevert, un village voisin, et puis leur fils, qui semble être à Aubagne. Donc oui, chacun était dans un bureau face à des enquêteurs. Philippe Vedovini était, lui, face au directeur d'enquête. Ce n'est pas rien, il était face à l'homme qui gère la cellule Émile depuis maintenant 20 mois. Ça veut aussi bien dire, quand on lit entre les lignes, que la personne prioritaire pour les enquêteurs ces dernières heures, c'était naturellement le grand-père Philippe Vedovini. Nous avions le directeur d'enquête qui était face à nous, avec une ambiance, j'allais dire, évolutive, sur 48 heures, des moments où il y avait plus de tension que d'autres, des moments où c'était plus apaisé. Est-ce que par moment, j'imagine, ils ont essayé de pousser votre client dans ses retranchements? Oui, tout à fait, et ça aussi, c'est habituel, c'est pas lié à ce dossier. Vous avez toujours ces méthodes des enquêteurs qui sont là pour obtenir des vérités et qui forcément vont parfois pousser le trait, parfois hausser le ton. C'est parfaitement logique. Ces gardes à vue étaient prévus de longue date, les interrogatoires parfaitement préparés. On sait que les enquêteurs avaient un certain nombre d'éléments techniques, scientifiques. Ils ont recueilli énormément de choses au cours de l'enquête et qu'ils les ont présentés. Il y a une table, il y a des différents documents, ça peut être des photographies, des textes, etc. Toutes sortes d'éléments et on leur a demandé leur avis. Comment expliquez-vous que tel élément soit apparu à ce moment-là lors de la disparition du petit Émile? Bref, ils ont vraiment été confrontés aux moindres détails de cette fameuse journée où le petit garçon a disparu dans le hameau du Haut-Vernay. Selon l'avocat d'Anne Vedovini, revenir sur cette journée tragique a été douloureux. Voilà une grand-mère, endeuillée par la perte d'un petit-fils dans des circonstances que chacun sait pour être parfaitement épouvantables. On a forcément du mal à se figurer l'intensité qui règne alors dans cette situation parce qu'elle est, je le disais, terriblement originale, atrocement originale. Des détails sont dévoilés aux gardés à vue, comme la certitude de l'intervention d'un tiers à l'attente de l'enfant. Elle a découvert effectivement cette information pendant le temps de la garde à vue. C'est effectivement un élément important qui l'a impacté. C'est une information qui a été importante à entendre et difficile aussi à entendre pour elle. Les enquêteurs analysent les réactions des proches d'Émile lorsqu'il leur révèle de nouvelles informations, comme ils l'ont fait avec son grand-père.
Parfois, des choses qu'il a pu apprendre ont été particulièrement déstabilisantes pour lui. Et je pense surtout au coup dont Émile a été victime. C'est violent. Le premier communiqué de presse de monsieur le procureur de la République faisait état de fractures post-mortem sur le crâne d'Émile. Et là, on nous parle d'un traumatisme facial. Vous ne pouvez pas être insensible à cette information. Vous ne pouvez pas ne pas être déstabilisé. Mais malgré tout, il a réussi à se ressaisir et à parler, à donner toutes les explications, toutes les réponses qu'on lui demandait. La garde à vue des grands-parents et de leurs 2 enfants est prolongée quasiment jusqu'au bout de la durée légale maximum. Ils sont extrêmement épuisés, fatigués. Ils ont été enfermés pendant 48 heures. Une garde à vue, c'est extrêmement violent. On perd toute notion du temps puisqu'on est enfermé 24 heures sur 24. La grand-mère d'Émile, elle a été abattue, elle était vraiment épuisée, marquée. Philippe Vedovini, lui, quand le directeur d'enquête qui a mené les interrogatoires lui a dit bah voilà, la garde à vue est levée, vous pouvez partir. La première réaction de Philippe Vedovini, ça a été d'accord, mais je fais quoi, je vais où? Et il n'avait pas compris la fin de ce qu'il venait d'affronter. Et donc c'est son avocate qui lui a dit mais Philippe, c'est bon, vous pouvez partir, vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Les gardes à vue sont levés au milieu de la nuit, sans qu'aucun des proches d'Émile ne soit mis en examen. Une décision dont se réjouit l'avocate du grand-père qui assure que son client a pleinement coopéré. Les enquêteurs ont fait leur travail. Ils avaient depuis hier beaucoup de questions à nous poser. On a répondu à l'intégralité des questions. Je pensais qu'on pouvait s'expliquer sur tous les points. Il y avait peut-être des zones d'ombre à lever. C'était le but, hein. On l'avait dit dès les obsèques d'Émile qu'on voulait participer à l'œuvre de vérité. Voilà, je vous avoue que c'est un soulagement pour eux, pour l'avocat aussi. Voilà, parce que c'est bien. Au-delà des aspects éprouvants de ces gardes à vue, elles ont eu au moins un intérêt pour la famille d'Émile. Cette mesure a présenté le mérite, du coup, de porter à la connaissance de ma cliente l'ampleur des investigations qui ont été conduites dans le cadre de cette mesure. Et nous avons pu toucher du doigt ce travail véritablement admirable de la section de recherche de Marseille, qui a conduit depuis ce drame un nombre incalculable d'investigations. Cela a eu un effet, je dirais, rassurant pour la personne gardée à vue, parce que dans le même temps, elle savait quel était le soin porté par ses enquêteurs à lui apporter peut-être un jour la vérité. Ces fins de garde à vue mènent-elles à une impasse? La piste familiale est-elle définitivement abandonnée? Ils sont ressortis libres de garde à vue. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, ils sont totalement libres et ils ne sont pas poursuivis, ils n'ont aucun statut qui font qu'ils sont suspects dans cette procédure. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est fini. À ce stade, toutes les hypothèses restent envisagées par les enquêteurs. Nous avons approfondi la piste intrafamiliale à l'occasion des gardes à vue qui ont été réalisées et de l'ensemble des auditions qui les accompagnaient. Alors aujourd'hui, il y a une phase qui se termine concernant cette piste. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine définitivement. Il peut survenir au cours des investigations futures des éléments complémentaires, nouveaux, qui sont susceptibles de la prolonger. Les enquêteurs, ils vont continuer à travailler sur l'univers de cette famille, sur leurs antécédents, sur d'éventuelles écoutes, d'éventuelles conversations qu'ils ont pu avoir les uns avec les autres. C'est une piste qui reste au cœur des investigations. En tout, une quinzaine de gendarmes spécialisés continueront à travailler sur ce dossier pour tenter d'élucider enfin le mystère autour de la mort d'Émile.